Récentes nouvelles qui nous touchent. Hier, on a eu Hillary Clinton qui a été quand même dangereusement efficace devant le Congrès. Aujourd'hui, c'est Bill Clinton. Moi, Alexandre, j'ai regardé toutes les photos puis je me dis, il me semble qu'il a toujours été là pour des raisons professionnelles. Ben oui, entre autres dans le spa. Excuse-moi. Dans le spa, les deux mains en arrière de la tête. Ça, c'est sûr que ça va peut-être être plus dur à justifier. Autant où hier, Hillary Clinton répétait, écoutez, je connais pas Jeffrey Epstein, je l'ai pas rencontré, je suis pas allé sur son île, je suis pas allé chez lui. Là, aujourd'hui, le témoignage de Bill Clinton devant la commission d'enquête parlementaire risque d'être beaucoup plus intéressant parce que, bon, l'ex-président a voyagé à plusieurs reprises à bord du jet privé de Jeffrey Epstein. On blaguait sur les photographies, mais il apparaît sur de nombreuses photos. Non, c'est ça, en compagnie de Jeffrey Epstein, dans toutes sortes de contexte, là, on s'entend, là, c'est pas toujours des contextes de réunion d'affaires. Le couple Clinton, initialement, avait été convoqué en octobre, mais ils avaient refusé de se présenter avant d'accepter finalement sous menace de poursuite pour entrave au Congrès. Ouais. Mais je parlais d'Hillary, elle... Tu sais, dans les jeux, ça s'appelle le miroir. Voilà, là. Demandez à Bill, demandez à mon mari, elle a dit ça. Mais elle a aussi envoyé le miroir sur Trump. Oui, parce que ça, c'est effectivement sa demande. Ce qui a retenu l'attention hier, c'est qu'elle a demandé à ce que Donald Trump témoigne sous serment. Elle a dit ça dans sa déposition en lien avec l'affaire Epstein. C'était une audience qui se faisait à huis clos. Il y a une photo qui a fuité en cours de journée. Et là, après, ça a surpris plusieurs personnes. Après, elle s'est présentée à l'extérieur de l'édifice au lutrin pour faire une conférence de presse. Et à ce moment-là, elle a répété plusieurs des choses qu'elle avait dites lors de son témoignage. Alors, ce sera intéressant. Est-ce que, comme je vous disais, c'était à huis clos, mais on aura éventuellement l'enregistrement, les transcriptions de tout ça. Est-ce que ça va se faire dans les prochains jours? Est-ce que ça va se faire tout de suite après l'audience de son mari? Aujourd'hui, on verra bien, mais ça fait déjà les manchettes aux États-Unis. Là, tous les grands bulletins d'information ouvrent avec Bill Clinton aujourd'hui devant la commission d'enquête parlementaire. On avait discuté ici à l'émission au début de la semaine des conséquences du jugement de la Cour suprême qui venait invalider les tarifs. Mais le Wall Street Journal aujourd'hui qui nous apprend, parce qu'on se disait, c'est les compagnies américaines qui ont payé les tarifs. On savait déjà, Costco, quelques-unes avaient déjà dit, nous, là, on va poursuivre le gouvernement américain, on veut revoir, dans le cas de Costco, c'est des centaines de millions, on veut revoir notre argent. C'est une grosse affaire, finalement, il y en a beaucoup. Oui, Wall Street Journal, ce matin, nous apprend qu'en 10 mois, il y a 130 milliards qui ont été pompés à cause des tarifs. Là, à cette date-ci, il y a au moins 1800 compagnies, Mario, qui ont rempli des poursuites demandant un remboursement au gouvernement américain. On est à 1800 compagnies. J'ai entendu Trump sur ça dire... on remboursera pas, là, même si nous poursuivons, on remboursera pas tant qu'il n'y aura pas eu. Il a utilisé un mot genre comme une enquête ou quelque chose de même, mais je veux dire, en droit, là, je suis pas avocat commercial aux États-Unis, mais j'y vais avec une logique simple. En droit, si tu as récolté des fonds sous des tarifs que la Cour suprême juge illégaux, je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre comme réparation que de retourner l'argent. Là. Sincèrement, tu sais... Et pensez-y, ça risque d'être simplement la pointe de l'iceberg, parce qu'en décembre, on dénombrait à peu près 301 000 importateurs qui n'avaient pas le choix de payer des tarifs. Alors, si chacun se met à poursuivre, ça va coûter déjà une fortune. 1800, c'est un bon début. Puis d'après moi, tu dois avoir tous les plus gros, gros là-dedans. Exactement, les gros joueurs. M. Carney, lui, est parti pour l'Inde. Oui, il va arriver en cours de journée. D'ailleurs, Mark Carney décollait donc hier pour ce voyage de quelques jours. Là. Voici ce qu'il a à l'agenda. Va atterrir à Mumbai avant de se diriger vers New Delhi. C'est à ce moment-là qu'il va rencontrer le premier ministre indien Modi. Son voyage va se poursuivre par la suite en Australie. Il va s'entretenir avec le premier ministre. Et son dernier arrêt, ce sera à Tokyo pour rencontrer le premier ministre japonais. Le retour de Mark Carney au Canada est prévu le 7 mars prochain. Le boycott des médecins spécialistes de ce centre de rendez-vous, ça reste très mystérieux pour le public, là, l'impact réel. Oui, puis essentiellement, là, ce sera davantage peut-être les médecins de famille qui vont se retrouver à changer leur façon de faire là, pour contacter les médecins spécialistes qui vont boycotter ce guichet unique pour les demandes de consultation. Alors, pour obtenir un rendez-vous, il faudra se tourner à l'interne vers le fax ou encore vers le téléphone. Et ça, c'est un moyen de pression de la Fédération des médecins spécialistes du Québec parce que les négociations n'avancent pas. Les spécialistes sont frustrés d'être moins payés
qu'ailleurs au pays. Eux demandent 14,5 d'augmentation sur l'enveloppe globale. Le gouvernement Legault offre 11 et en conférence de presse, le docteur Oliva commençait à soulever des questions en disant « Coudon, c'est-tu rendu personnel là, avec M. Legault? Une guerre d'ego. Parallèlement à tout ça, l'Assemblée nationale hier a adopté sa réforme du mode de rémunération pour les médecins de famille hier. Alors, on efface la loi 2. C'est remplacé par le projet de loi 19 qui a accordé, entre autres, des primes pour les médecins de famille prenant en charge 500 000 patients. Là, le vote sur le projet de loi est très intéressant. Là, parce que la CAQ, évidemment, modifie son ancien projet de loi 2, vote pour. Les libéraux qui sont d'accord qu'on fasse ce changement votent pour. Québec solidaire vote pour. Le PQ contre. Le PQ vote contre avec Christian Dubé. C'est ça. Non, mais tout ça, tout est intéressant. Parce qu'évidemment, Christian Dubé qui voit qu'on met qu'on détruit ou qu'on édulcore son ancien projet de loi. Mais le Parti québécois, c'est quand même passé inaperçu. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon avait toujours comme... avec des nuances, là, appuyer le gouvernement là, sur le fond, qu'il fallait demander des résultats aux médecins et tout ça. Et là, il faut reconnaître la cohérence du PQ là, qui vote contre ces amendements. L'autre frustration que j'ai, sincèrement, moi, là, le CRDS, là, j'avais déjà entendu le nom. Le fonctionnement exact, je le savais pas, je le connaissais pas. Je ne me sentais pas hier, à la fin de la journée, en mesure d'expliquer ce matin au public. C'est quoi exactement? Là, j'ai vu des articles de journaux. Il va falloir que les citoyens reprennent le fax. Il y en a d'autres qui disent c'est votre médecin Omni qui va vous trouver un spécialiste parce que c'est le système de passage d'un médecin de famille vers ton spécialiste quand tu as besoin d'un spécialiste qui est affecté. Personne ne peut nous expliquer ça. Santé Québec, on donne pas d'entrevue. Et comment ça, vous donnez pas d'entrevue? Les médecins boycottent un système, ça touche tout le monde, ça touche tous les citoyens. Pas d'entrevue. Cabinet de la ministre, pas d'entrevue. On va voir Gaétan Barrette plus tard, mais les gens en autorité ne veulent... Non, c'est pas fort, ça. Non, ils peuvent pas nous expliquer exactement quel va être l'impact. Mais selon ma compréhension, c'est ça. Ça se passe davantage entre médecins, là. Espérons-le, parce que sinon, ça veut dire que c'est les citoyens qui vont se retrouver avec la tâche. Charles-Antoine, retour en action pour le Canadien hier, ça n'a pas bien été du tout, là. Ben, du tout. T'es sévère, il y a quand même un point au classement. Ouais. Mais le Canadien... Un point chanceux sur un bâton cassé qui est allé revoler d'un patin d'un joueur qui a fini... Ouais, ben, le Canadien s'est vu refuser un but. Cole Caulfield a fait un geste de beauté. C'était limite, mais pardonnez-moi, on peut comprendre. Il a repris la mise un peu plus tard, il a marqué. Le problème, c'est que le Canadien a laissé les Islanders revenir de l'arrière 2 fois, menait 2-0 après 2 buts de Noah Dobson lors de son premier match contre son ancienne équipe. Le prodige Matthew Schaefer a marqué les 2 premiers buts des Islanders. Dans une quarantaine de minutes, je vais absolument, avec toi, revenir sur ce joueur, sur cette notion de jeunesse. Parce que là, il y avait Hudson, il y avait Demidov, mais il y avait aussi Matthew Schaefer, qui est hallucinant à 18 ans. Le problème pour le Canadien, c'est que les Islanders leur ressemblent beaucoup. C'est une équipe qui n'abandonne jamais, qui a le cœur gros comme un casseau, comme son entraîneur Patrick Roy. L'équipe n'a pas encore perdu cette année en prolongation. Et on l'a vu hier, parce que c'est Jean-Gabriel Pajot d'Ottawa qui a donné la victoire. Patrick Roy qui était mort de rire, qui riait de bon cœur. Il était vraiment content. Vraiment content. Il était vraiment content de gagner à Montréal. Si je ne m'abuse, là, il a gagné 4 de ses 5 derniers matchs contre son ancien club. Les Islanders sont dans la course aux séries, donc avaient besoin d'une victoire. 71 points. Parlant de ça, là, dire à quel point c'est serré. Là. Le Canadien est allé chercher un point. Mais les Red Wings ont gagné en prolongation et devancent le CH. Donc, à chaque soir, ça va changer d'ici la fin de la saison. Ça n'a pas été glorieux pour Slavkovski hier. Là. Un match pire qu'horrible. J'ai trouvé qu'il avait l'air du gars qui s'est trouvé bon aux Olympiques, puis là, qui revient, qui pense qu'il est Connor McDavid. Il essaie d'en faire beaucoup. Il essaie d'en faire beaucoup. Des passes. Écoute, combien de passes il a fait direct sur la palette de l'adversaire qui ont créé des revirements? Au moins 4-5 grosses. Ça a probablement expliqué aussi l'absence d'Ivan Demidov. On l'a pas vraiment vu, alors que c'était comme un choc au sommet entre les 2 meilleurs recrues de la Ligue. Je t'ai parlé de Schaefer, Demidov. Les deux là, sont coude à coude pour le titre de recrue de l'année. Donc, l'absence de Slavkovski n'a pas fait grand bien à Demidov. Culture,
Harry Potter ne sera pas sur Netflix. Mais ça, c'est un coup de théâtre. Ça fait 5 mois que C'est un coup de milliard aussi. Oui, mais ça va coûter cher, cette transaction-là. Ça fait 5 mois que Netflix et Paramount Skydance font des contre-offres pour essayer de racheter Warner Brothers. Warner Brothers, c'est HBO, c'est CNN, c'est Harry Potter and Friends, c'est TNT, c'est les studios de cinéma, de télévision, c'est beaucoup de choses. Discovery Channel, Eurosport, etc. C'est gros, c'est gros. En décembre, on pensait que ça se ferait là, avec Netflix. Netflix proposait de racheter les studios de cinéma et de télé de Warner Brothers, puis la plateforme HBO Max, puis le reste devait aller, comme CNN et Discovery, devait aller à Discovery Global, qui venait d'entrer en bourse. Donc, ils ne voulaient pas acheter tout au complet, mais c'était une transaction d'un peu moins de 83 milliards de dollars. Mais là, après ça a augmenté, on était rendu dans les 90, puis la monnaie, les contre-offres, là, ça a fini à 111. Mais non, mais là, c'est ça l'affaire. C'est qu'hier, Netflix s'est retiré parce qu'ils ont dit, nous, on veut plus faire de surenchère parce que Paramount, Skydance, eux autres, proposent 31 $ l'action. Avec les dettes, là, c'est autour de 110 milliards de dollars, cette transaction-là. 30 était le prix de l'action avant, là, c'est 31. Netflix s'était arrêté à 27,75 $ l'action et s'était arrêté à un peu moins de 83 milliards. Ils disent, nous, on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas aller de l'avant. Maintenant, il va y avoir une rencontre le 20 mars. Parce qu'à un moment donné, ça devient... Tu payes tellement cher que c'est plus rentabilisable. Puis ce que les experts disent, c'est que Paramount, c'est 6 fois sa propre capitalisation boursière, donc vont devoir s'endetter massivement pour être capable d'absorber Warner Brothers. C'est énorme. Il y a une en même temps, assemblée... c'est ce que voulait Trump. Hein? Mais c'est les amis de Trump, et Trump voulait pas que ça aille à Netflix. Trump a gagné encore, là. Mais je sais pas qu'est-ce que ça va donner par la suite, parce que déjà, en plus, Paramount a fusionné. Paramount Skydance, c'est déjà une fusion. Là, avec Warner Brothers, à un moment donné, il reste un géant. Comment ça va changer l'industrie par la suite? Comment tu vas pouvoir négocier un contrat par la suite quand il y en a un grand qui bouffe tout le monde? La grande question, c'est si la dette de Paramount est trop grosse, est-ce qu'à Poudlard, ils ont la baguette pour régler ça? Wingardium Leviosa! Est-ce que chez Ollivander, il y a une baguette qui peut rembourser pour régler ça?